3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores nous accompagne, économiste et présidente de RF Research, cofondatrice également de Caleis 360. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Mabrouk Chetouane est avec nous, le responsable de la stratégie de marché de Natixis CCM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir Grégoire. Et Cyriaque Dayan nous accompagne également, gérant diversifié chez Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Cyriaque. Bonsoir. Bon, visiblement Véronique, il était urgent hier pour certains investisseurs ou spéculateurs de se délester encore un peu plus du dollar, une baisse de plus de 1% pour le dollar face aux grandes devises. Ça nous ramène un peu dans la séquence Liberation Day. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Qu'est-ce qui explique cette nouvelle jambe de baisse du dollar? Et est-ce qu'il faut distinguer des facteurs conjoncturels de facteurs plus structurels? Alors, il y a peut-être un parallèle effectivement à faire, c'est-à-dire que les marchés d'échange et le dollar n'apprécient pas du tout quand les États-Unis se mettent en guerre contre le reste du monde. En réalité, c'était le message du Liberation Day et c'est quand même un peu le message de ces derniers jours, notamment depuis Davos. Et je pense qu'il se passe sur le dollar ce qu'on a tous pensé qu'il allait se passer il y a 6 mois, ou oui à peu près, ou 9 mois, qui a été évité parce que finalement les droits de douane, ça c'est plutôt bien rabiboché. Voilà, ouais. l'issue n'était pas aussi, il y a eu des compromis, c'était pas du tout la même tonalité que le 2 avril ou le 4, le 2. Ça, ouais, oui. Premièrement, deuxièmement, l'économie américaine. Rappelez-vous, en début d'été, etc., il y avait beaucoup d'inquiétudes, on parlait même de récession. Finalement, l'économie américaine se porte très bien. Il y a des gains de productivité. En général, les gains de productivité, c'est quand même plutôt favorable à une devise. Et puis une Fed qui baissait ses taux de manière extrêmement graduelle, plutôt inférieure aux attentes des marchés. Aujourd'hui, on revient à quoi? Donc ça a plutôt porté le dollar de manière un peu surprenante. Moi, à la fin de l'année, j'avais plutôt la question qui consistait à dire pourquoi tout le monde s'est trompé sur le dollar, finalement il a bien tenu. Oui, il a bien tenu, sauf qu'effectivement, fondamentalement, ce que nous raconte Donald Trump, enfin d'abord sa stratégie à l'égard du reste du monde, qui est quand même celle d'un conflit, ou de multiples conflits d'ailleurs, qui provoque des contre-réactions. Et je pense que la contre-réaction européenne, même si, bon, voilà, on pourrait avoir... On pourrait en discuter. Néanmoins, ça c'est quand même, à mon avis, un changement. On a des voix, on a quand même des investisseurs européens qui ont laissé entendre qu'effectivement, ils pourraient se délester d'un certain nombre d'actifs. C'est plus une tension à sens unique, c'est plus une conflictualité à sens unique. Exactement. Et je pense qu'effectivement, les nouvelles salves de Donald Trump à l'égard du reste du monde fragilisent in fine le marché américain et les perspectives américaines. D'ailleurs, on a bien vu, c'était après Davos, je crois. Allez, peut-être que je confonds et peut-être confusion parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps, mais la réaction du marché américain avait été négative. Beaucoup plus négative, me semble-t-il, de mémoire, que la réaction des marchés européens ou du reste du monde. C'est la journée du 20 janvier qui a été une journée particulièrement compliquée, effectivement. Et dans l'ordre, l'Asie et l'Europe ont bien mieux tenu que les actifs américains. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a cette menace permanente de mettre la main sur la politique monétaire et de désigner un président qu'on finira peut-être par connaître, un nouveau président en remplacement de Jérôme Powell, qui serait un président fantoche. Et ça fait bougrement peur, effectivement, au marché et en tout premier lieu aux détenteurs de dollars, de devises américaines. Donc je pense qu'effectivement, on est à un moment clé où soit Donald Trump continue parce qu'il est en campagne et continue à faire la guerre au monde entier, à créer de l'incertitude et à s'imposer à tous les niveaux, y compris au niveau potentiellement monétaire, en nommant quelqu'un qui ne convainc pas le marché, soit il s'agit parce qu'il prend conscience que finalement il y a aussi des dégâts côté américain à cette stratégie, et dans ce cas le dollar baissera pas beaucoup, mais je pense que le risque aujourd'hui est quand même assez important. Pour l'instant, ça apporte plus d'effets positifs que négatifs aux États-Unis. Il n'y a pas plus d'inflation parce que le dollar a baissé. Il y a peut-être un problème d'inflation, mais c'est pas beaucoup d'inflation importée. Il y a, comme vous dites, ces gains de productivité. Il y a peut-être aussi l'idée de retrouver un peu de compétitivité extérieure aussi à un certain point. Exactement. Je pense que ça correspond. Rappelez-vous, on parlait des accords de Mar-a-Lago, qui n'ont pas eu lieu, mais l'objectif était très clair. C'était quand même de faire dévisser le dollar. Donc je pense
pense que là, Donald Trump nous le dit, d'ailleurs, tout va très bien. Et donc, il y a aucune raison pour imaginer que les Américains soient mécontents. En plus, les droits de douane, on lit souvent dans la presse ces derniers temps, et c'est vrai, les droits de douane sont essentiellement payés par les Américains, entreprises et consommateurs. Quand on parle de variation de change, quand on parle de taux de change, traditionnellement, les entreprises prennent beaucoup plus sur leur marge quand le taux de change est au milieu du gué. Et donc, effectivement, il n'y a pas de risque inflationniste. Alors, il faudrait, si le dollar dévisse de 20%, on en reparlera. Mais à ce stade, je pense que c'est un gagnant-gagnant pour l'économie américaine et les perspectives américaines. Ouais. Donc ça n'abîme pas les perspectives macro, certainement pas pour les États-Unis. Sur les raisons, est-ce qu'il y a des nouvelles raisons à la baisse du dollar? Est-ce que la perspective quand même d'un différentiel de taux, enfin de quelques baisses de taux supplémentaires de la Fed, est-ce que ça peut jouer? Est-ce que c'est des raisons plus profondes, plus structurelles, Mabrouk, et quels impacts ou quelles conséquences sur la macro, sur les marchés? En fait, les baisses de taux de la Fed, donc, elles sont pleinement intégrées par le marché depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas véritablement de changement sur cette dimension. Le marché voit à peu près 2 baisses de taux, tout le monde discute du timing, mais c'est seulement finalement ce paramètre qui intervient. Donc la partie différentielle de taux d'intérêt impact sur le taux de change, a priori c'est pas ça qui joue. Il y a quand même un autre paramètre qui est quand même une grosse déclaration quand même en début de semaine, donc c'est évidemment les relations, du moins la parité yen-dollar, qui a effectivement fait beaucoup parler d'elle, ça a été abondamment commenté, et pour rebondir sur ce que Véronique disait, Scott Bessent, prenant le relais finalement de ce que dit Donald Trump, lui est tout à fait à l'aise avec la valeur du dollar, mais en revanche, lui, le prix du dollar, donc en gros le spot, là en revanche, il y a quelque chose, il faut travailler là-dessus. Et bien évidemment, étant donné que le Premier ministre japonais, on va dire, est complètement acquis à la cause finalement de l'administration américaine, ne veut pas de heurts, donc du tout, on voit bien que c'est pas la stratégie qui fonctionne, Dixit le Danemark, acheter des F-35 a pu savoir quoi en faire, et puis globalement ils se font confisquer, tentative de confiscation du Danemark, bref, on voit bien que globalement, il y a eu des accords pour essayer de faire baisser le yen, pour apprécier le yen, baisser le dollar. Et donc tout ceci, effectivement, alimente le cosme d'interventions, encore une fois, bilatérales entre banques centrales, et ça a été finalement un peu démenti par Scott Bessent en disant, mais nous ne sommes pas intervenus, effectivement, sur le marché d'échange, certes, pas directement, mais indirectement. Donc, et ce sont des choses qu'on a déjà vues par le passé. Les Japonais sont bien conscients que l'intervention directe ne marche pas, donc c'est abondamment commenté par la littérature académique par ailleurs, donc ils ont compris qu'il fallait effectivement faire quelque chose pour contenir et satisfaire finalement les Américains. Et donc, ça laisse effectivement ouvert le boulevard, finalement, ça ouvre un boulevard, pour voir l'administration américaine négocier toujours de manière bilatérale la même technique, la même finalement approche transactionnelle. Donc là, c'est avec la Corée du Sud, par exemple. Il y a une négo particulière à mener sur le plan monétaire avec la Corée du Sud, puisqu'ils se sont repris une vague de tarifs là. Oui, alors ça, on ne sait pas d'où ça vient. On sait de Trump. Très bien. Quel est le narratif? Non, mais voilà. Il respecte pas le contrat. Oui, très bien. Voilà. Mais ils ont mis trop longtemps à le signer. C'est ça. Premièrement, mais souvenez-vous de Taïwan, qui était un des premiers pays aussi, à signer finalement un accord commercial. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet accord? Il y avait également, en fait, à un moment donné, vous devez vous débrouiller, ou on va se débrouiller ensemble, et on va vous tordre le bras pour que votre devise, effectivement, s'apprécie contre le dollar. Donc, il y a toujours eu ça en toile de fond. Et Donald Trump fait une erreur d'analyse fondamentale, qui est que, fondamentalement, l'économie américaine est une économie fermée, il ne faut pas l'oublier, il faut le rappeler, et globalement, baisser le taux de change ne permettra pas, finalement, de gagner en compétitivité de manière significative. C'est pas là-dessus que ça se joue. Donc, globalement, c'est pas le cœur du problème. Lui, ce qu'il aimerait, c'est voir les taux baisser. C'est ça. Et pour l'instant, il se satisfait d'une baisse du dollar. Mais je crois que le vrai combat, ça reste quand même la baisse des taux. La baisse des taux. Et là, on voit bien que il y a c'est pas gagné. Il n'arrive pas, on en parlait avant le début de l'émission, le nom du futur chairman de la Fed ne parvient pas finalement à être... Ça fait des mois qu'il nous dit dans les prochaines semaines. La gestation est longue, entre guillemets. Et on voit bien que, et c'est là où c'est un peu rassurant quelque part, il existe finalement des contre-pouvoirs. Les personnes qui vont être potentiellement nommées par Trump prennent la tâche très au sérieux. On voit bien que même la Cour suprême, là aussi sur les tarifs, tarde à se prononcer. On essaie de trouver un compromis. Il ne faut pas froisser bien sûr l'exécutif, mais il ne faut pas non plus froisser le Parlement. Donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc on sent que quelque part, ce qui gêne les investisseurs aujourd'hui, c'est de se dire il n'y a pas de visibilité politique aux États-Unis. Ça part dans tous les sens. Et effectivement,
effectivement, le dommage collatéral, c'est le dollar. Alors, bien évidemment, on l'a vu, hein, pour reprendre un peu les éléments de Véronique, ce qui a expliqué, à mon sens, la stabilité du dollar après, effectivement, Liberation En Day deuxième l'an dernier. partie d'année, ouais. Exactement, c'est tout simplement la solidité de la croissance américaine. Ah oui. On était trop bas, effectivement, trop fort en début d'année, on corrige parce qu'on ne comprend plus rien à la politique américaine, et puis on se rend compte finalement que tout va bien, les choses, finalement, vont avancer de manière assez claire. Et donc, là, évidemment, ça stabilise la devise. Là, de nouveau, on repart sur un cosme où, globalement, c'est n'importe quoi. Plus personne ne comprend rien, finalement, à la politique américaine. Et s'il y a une leçon, finalement, à retenir, et que je pense les Européens ont retenu, c'est que la Chine nous a montré, effectivement, comment il fallait réagir avec Donald Trump. Même pas peur, vas-y, essaye. Et donc, globalement, ah non, mais ils avaient les moyens. Non, mais j'entends. Ils avaient les moyens de réagir, ça c'est vrai. Mais oui. l'Europe, finalement, a emboîté le pas en disant, on a un peu moins peur. Donc du coup, effectivement, on a aujourd'hui des moyens de rétorsion, si je puis dire, qu'il faut encore mobiliser, il faut se mettre d'accord, etc. C'est compliqué. L'Europe ou quelques pays cœur de l'Europe, j'ai pas l'impression que tout le monde soit totalement aligné. Quand Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, va négocier avec Donald Trump, ça met la France, par exemple, en colère. Pas l'impression que d'autres pays à l'est de l'Europe ou ailleurs soient particulièrement en colère du fait que les négociations soient menées par un Atlantiste à la tête de l'OTAN, ce qui paraît assez légitime en l'occurrence. C'est le drame européen. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'absence de vision commune, l'absence de stratégie commune, et donc du coup, tout ceci, bien évidemment, Trump joue sur la fragmentation de l'Europe. Je pense que l'énorme challenge, et on sait bien que l'Europe se montre efficace lorsqu'elle est dos au mur. On l'a vu, hein, donc à plusieurs reprises dans l'histoire, c'est dos au mur que les Européens se montrent efficaces, créatifs en matière finalement de solutions. Bon, là, on peut pas dire effectivement, on peut clairement dire qu'on est dos au mur. Donc, on va voir j'ai l'impression qu'on peut toujours être un peu plus dos au mur. Hein. Ah oui, c'est aussi une stratégie en Europe d'être bien sûr qu'on soit dos au mur avant de mais se Donald décider. Trump a ce pouvoir effectivement de nous pousser toujours plus vers le mur. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on rebondisse. À la fin de la journée, l'Europe prend les bonnes décisions, mais à la fin de la journée. Oui, mais le problème, c'est que la journée est trop longue. Cyriac, sur le sujet du dollar, est-ce que les choses restent encore contrôlées, sous contrôle de la part de l'administration Trump? Est-ce que ça sert les intérêts américains aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un risque de perte de contrôle? Et puis face à la baisse du dollar, il y a l'euro évidemment qui se retrouve aussi à 1,20. Alors voilà, je pense qu'il y a un élément qui est important dans ce raisonnement, c'est les parités de pouvoir d'achat. C'est quand même les fondamentaux d'une devise. Alors c'est toujours très technique et voilà, le chiffre, je peux pas vous dire c'est 1,2138 le bon chiffre, mais en tout cas la zone de la fair value, de la valorisation correcte de la paire euro-dollar, ça se situe entre 1,20 et 1,25. Le problème de cet indicateur, c'est que c'est du très long terme. C'est-à-dire que globalement, on voit que les devises vont fluctuer autour de ces parités de pouvoir d'achat, mais elles peuvent fluctuer s'en éloigner pendant des années. Donc là, le retour à 1,20, 1,25, finalement, alors nous, ça nous intéresse de manière extrêmement précise, mais fondamentalement, c'est plutôt économiquement rationnel que l'euro s'apprécie. C'est un prix qui est juste. C'est un prix qui se rapproche d'une valorisation correcte du point de vue d'une parité de pouvoir d'achat. Si vous utilisez d'autres indicateurs comme le Big Mac, enfin il y a un certain nombre de choses comme ça, on arrive toujours dans cette zone de 1,20 à 1,25, donc tout ça est assez cohérent. Donc je trouve que d'une certaine manière, ce qui se passe est assez logique. Alors après, ce qui est étonnant, c'est plus le mouvement finalement de 25, où on voit vraiment une dépréciation très forte du dollar contre euro, alors que, et je pense que c'est important de le rappeler, le différentiel de taux ne donnait pas du tout cette indication-là. Et d'une certaine manière, le change, enfin les devises ont d'une certaine manière anticipé, front-runné les baisses de taux qui ont eu lieu en fin d'année, et il y a eu vraiment ce mouvement-là qui, à mon sens, est assez logique, et donc le retour à 1,20 est cohérent. Est-ce que ça sert l'économie américaine ? Comme Mabrouk l'a dit, l'économie américaine, c'est une économie qui est très fermée, donc elle serait beaucoup plus intéressée par des baisses de taux. Et paradoxalement, j'aurais quasiment envie de dire que ça dessert l'économie américaine par le fait que les matières premières, comme vous l'avez cité, sont en train de se renchérir. Alors la hausse de l'or ou de l'argent n'est pas très anecdotique. Par contre, le pétrole qui prend 7-10%, et bon, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème géopolitique, en tout cas un sujet géopolitique avec l'Iran, et on peut anticiper dans ces cas-là une hausse encore. Tourne. Voilà ce que nous dit Donald Trump. Exactement. Et donc tout ça, de mon point de vue, le dollar, ça peut pas être particulièrement, enfin c'est pas négatif ni positif pour l'économie américaine. Donc d'une certaine manière, Donald Trump se trompe de combat. Par contre, revoir le dollar à 1,20, ça va pas fondamentalement, c'est pas inefficient ou inefficace d'un point de vue économique. Ouais. Enfin, il se trompe de combat. Il a toujours l'objectif d'avoir des taux beaucoup plus bas, mais on revient toujours à
Comment trouver la bonne personne qui reste suffisamment crédible à la tête de la Fed et en même temps qui puisse avoir une inclinaison à suivre un peu plus les conseils de Trump que d'autres, quoi. Alors là-dessus, chacun a son avis. Je considère, de mon point de vue, que la Fed est une structure beaucoup plus viable que ce qu'on peut croire. Et quand vous un système solide. C'est un système très solide. En fait, il faut avoir en tête qu'on se focalise sur Powell, mais Powell, c'est un membre du board qui vote les décisions. Sa voix ne vaut pas plus qu'un autre. Il faut avoir en tête que le FOMC, c'est 7 personnes, qu'en plus il y a 5 présidents des banques régionales qui ont été renommés en plus en fin d'année. En anticipation, pour éviter trop de pollution politique. Donald Trump peut nommer, j'ai envie de dire, il peut nommer, il peut bien nommer qui il veut. Fondamentalement, je ne pense pas que le board de la Fed va changer du tout au tout parce que le nouveau président de la Fed. Je rajouterais quand même qu'il y a aussi... le président de la Fed, il est nommé pour 4 ans, il peut être renouvelé deux fois. Historiquement, on a quand même quelques cas pratiques où les présidents ont nommé des présidents, les présidents des États-Unis ont nommé des présidents de Fed en se disant il va être dans mon camp, et la réalité ça n'est pas passé exactement comme ça, parce qu'il y a une forme d'indépendance. Une fois qu'ils sont nommés, l'impact qu'il a, il est extrêmement faible. Powell est nommé par Trump. Exactement. Voilà, exactement. Donc globalement, je pense que sur l'indépendance de la Fed, ça va être challengé, puis c'est un jeu. Pour moi, c'est pour ça que Donald Trump il attend. C'est pas parce que, il peut changer d'avis. On peut supposer qu'il change d'avis assez souvent, mais fondamentalement, c'est juste que ça le met en avant, et que le jour où il va avoir la nommer, il aura plus joujou d'une certaine manière, il passera à autre chose. Donc voilà, je pense que c'est plus cette logique-là, et que on voit bien qu'il va pas nommer, de mon point de vue en tout cas, il nommera pas quelqu'un qui est extrêmement dovish, qui est complètement considéré comme aveuglément dovish. Exactement. On voit que les gens qui sont aujourd'hui cités, alors ça change en plus. Là c'est Eric Rider, donc effectivement depuis quelques jours qui tire la corde, un pur homme de marché, quoi. Pour le coup, Géranto. Mais il y a quelques semaines, on nous parlait de Kevin Hassett en nous disant c'est lui. Et donc globalement, mais tous ces gens-là, c'est quand même des économistes, des gens qui connaissent les marchés. C'est pas, il sort pas quelqu'un que personne ne connaît de nulle part. Monsieur Hassett s'est fendu d'une petite remarque qui a déplu à Donald Trump en disant je suis effectivement chairman de la Fed, il y a le mandat de stabilité financière, la Maison-Blanche peut dire ce qu'elle veut, j'ai une direction. Je ne peux pas, entre guillemets, la responsabilité est trop lourde pour faire n'importe quoi. Sortir du jeu, alors. Et c'est là où, on va chercher un autre Kevin. Donc c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça. C'est la réalité, effectivement, des États-Unis et de la politique monétaire. Véronique. Oui, juste quand on dit... c'est vrai que l'économie américaine est fermée. Mais l'intérêt de Donald Trump, c'est de tuer les concurrents de l'industrie américaine. Il ne faut pas oublier que son objectif, c'est de réindustrialiser les États-Unis. Il ne cherche pas forcément des marchés à l'export. Il cherche à faire plus de mal aux concurrents. Et c'est à ce titre-là que la baisse du dollar peut le servir et le plaire. Mais vous avez tout à fait raison, je croyais que c'était ce que vous alliez aborder. Le gros risque, en fait, et là où ça peut faire le plus mal, c'est sur l'effet ou le jeu combiné des taux d'intérêt, des taux de financement de la dette américaine par rapport au dollar, parce qu'à chaque baisse du dollar, finalement, correspond peu ou prou une augmentation de la prime de risque sur les treasuries, sur les taux. Et ça, c'est un jeu très dangereux. C'est pas un schéma habituel pour une économie G7 et encore moins pour une économie comme c'est le schéma d'une défiance, d'un scénario de défiance à l'égard du dollar, donc des treasuries, et les deux sont couplés. Exactement. Et c'est ça le grand jeu. Et c'est là qu'on peut voir quand même l'hypothèse, ou en tout cas être interrogé sur une issue qui serait une crise monétaire internationale. Point. C'est ce truc-là, avec les treasuries en ligne de mire. Sujet éminemment sensible, je rappelle, sous forme d'anecdote, mais qui montre quand même la sensibilité du sujet du Trésor américain sur la question des treasuries. Quand un analyste de Deutsche Bank écrit une note qui déplaît, ou en tout cas une note qui intègre l'idée que oui, il y a un stock de treasuries en Europe et que ça peut être aussi une arme de négociation, tout de suite, c'est coup de fil du Trésor américain, le patron de Deutsche Bank, Christian Sewing, qui est obligé de se désolidariser de son analyse. Ça paraît anecdotique, mais ça montre bien quand même
même la sensibilité du Trésor américain sur. On veut pas laisser l'étincelle aller trop loin quand même non plus. Donner trop d'idées allant dans ce sens-là. Après le discours de Davos, tout d'un coup, une issue qui permet de calmer le jeu un petit peu, effectivement. Le pétrole, Véronique, vous avez déjà écrit, il y a au moins 2 semaines, 3 semaines peut-être, il y a encore un peu plus longtemps, sur l'idée qu'il y avait peut-être un risque de hausse du pétrole qui était pas bien apprécié par les investisseurs. C'est vrai que quand on se focalise sur les matières premières aujourd'hui, on pense avant tout aux métaux précieux et aux métaux industriels. Mais c'est vrai que toute la partie énergie a pas suivi le rallye délirant qu'on a connu sur la partie métaux. Alors on peut le pétrole monte depuis le début de l'année. Oui, on peut justifier le retard de la partie énergie et du pétrole tout particulièrement, parce que c'est plus à la mode d'abord, on parle énergie verte ou électricité pour satisfaire l'IA, donc pétrole, a priori on en consomme de moins en moins et on va en consommer de moins en moins. Aux produits dérivés près, parce que là, la croissance de pétrole pour les produits dérivés, les plastiques, etc., celle-là, elle baisse pas du tout. Elle continue à augmenter à un rythme d'ailleurs qui devrait nous faire peur, mais bon, pour d'autres raisons. Et donc, il y avait cette idée-là. Vous rajoutez à ça l'inertie des perspectives de demande, qui n'était pas bonne, et puis le Venezuela, où tout d'un coup, on a dit « Ah, ça y est, l'offre va exploser, etc. » Et donc, il y avait un consensus assez baissier sur le pétrole ou pas du tout. Moi, ce qui me gênait depuis pas mal de temps, c'est de voir le pétrole complètement déphasé des autres matières premières. Désynchronisé du reste du compartiment. Totalement. Et on sait que ce sont des marchés qui sont quand même très corrélés. Alors, effectivement, il y a sans doute des changements structurels sur l'hydrocarbure, etc. Mais au bout d'un moment, il y a une force de rappel. Surtout quand vous avez des risques géopolitiques qui se multiplient et que le niveau des stocks, le niveau des stocks n'est pas élevé. Il est même très bas. Il est très bas en Europe, il est très bas aux États-Unis. Et donc, notre conclusion, c'était de dire si les prix des métaux, les prix des métaux vont pas continuer à monter tout seuls. À un moment donné, il va y avoir une traction sur le prix du pétrole et les marchés n'y sont pas prêts. Attention, le pétrole a beaucoup plus d'effets. Les prix des métaux peuvent monter. Le prix de l'argent peut monter. Sans doute qu'à un moment donné, les puces électroniques auront des coûts plus importants et seront plus chers. Bon, mais avant que tout ceci n'arrive dans le circuit de la mesure de l'inflation, il se passe du temps et les marchés ils sont assez inertes. Quand on parle pétrole, on parle plus du tout de la même chose. C'est un risque beaucoup plus important. Il y a qu'à regarder la corrélation qui est juste sidérante entre les anticipations d'inflation des marchés, le 5 ans dans 5 ans américains ou européens d'ailleurs, très bien. Et les prix du pétrole. Vous faites ça en glissement sur 12 mois, vous avez 2 courbes identiques. Et les taux 10 ans, vous l'aviez montré aussi. Les taux 10 ans. Donc ça, c'est un game changer. Effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché bouge pour des raisons sans doute liées plus à la géopolitique, à autre chose. Mais il me semble que cette histoire de rattrapage des prix des hydrocarbures, d'énergie par rapport aux métaux est pas négligeable. Est-ce qu'on rouvre en 2026, Cyriac, la conversation sur l'inflation et pourquoi pas des hausses de taux banque centrale ? Alors, est-ce que la Fed a encore un peu de place pour finir de normaliser ? Mais est-ce que derrière ça, c'est la fin du cycle global de baisse de taux et le début d'une nouvelle conversation pour certaines banques centrales ? Alors, j'exclurai la BOJ, donc la Banque Centrale Japonaise, de ce raisonnement. Mais pour les autres, oui, la Fed est un peu dans la queue de distribution. Ça va être la dernière grande banque centrale, avec la Banque Centrale Anglaise, quand même, il faut le dire, qui vont baisser leurs taux. J'ai pas le sentiment, en tout cas, qu'aujourd'hui, même du côté de la BCE, alors certes, si on écoute les Allemands, ils sont déjà en train de nous parler des hausses de taux, mais si on regarde globalement, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en fait, la majorité des banquiers centraux sont à l'aise avec leur niveau de taux, en fait, tout simplement. Et on voit, si on prend le cas de la zone euro, qui nous intéresse particulièrement, on a une inflation qui est autour de 2%. On a une activité économique qui est plutôt bien orientée pour la zone euro, il faut toujours se le rappeler, par rapport à notre croissance potentielle. À la hauteur de notre potentiel, voilà. Exactement. Il y a des facteurs un peu favorables qui pourraient être le plan de relance allemand, mais là aussi, le track record des Allemands dans leur capacité à implémenter leur plan de relance est assez contestable et contesté. Mais voilà, globalement, les banquiers centraux de la zone euro ont plutôt fait un bon boulot. Même avec l'eurodoll à 1,20, même si ça dérapait un peu dans ce sens-là. Donc ça dérape beaucoup. D'accord, la barre est haute. Je trouve que si c'est juste le canal de la devise, la barre est haute quand même pour faire bouger la Banque Centrale Européenne. Si on monte à 1,30, 1,35, je pense qu'on pourrait se poser la question. C'est quelque chose. Mais globalement, à 1,20, on voit que les transmissions, en fait, c'est assez intéressant. Si on regarde l'inflation, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis,
les facteurs qu'on aurait pu considérer classiques, en particulier ces tarifs douaniers, on s'est tous dit ça va générer de l'inflation. Sur les CPI américains, il n'y a pas eu. L'euro-dollar a pris 12 figures en 2025. La transmission, elle n'a pas été aussi forte. Alors après, je sais que les économistes qui sont autour de cette table vont dire que ça prend du temps, etc. Mais globalement, la transmission, elle n'est pas aussi mécanique que ça. Et j'ai le sentiment, en tout cas, pour répondre à votre question, que oui, la Fed et la Banque centrale anglaise vont baisser leurs taux, mais que les autres banquiers centraux sont plutôt aujourd'hui à attendre et à considérer qu'ils ont plutôt fait un bon boulot, ce qui n'est pas faux, parce que globalement, la croissance mondiale, elle a quand même tenu en 24, 25 et certainement en 26, dans un environnement qui n'était pas si évident que ça. Pourquoi elle tient cette croissance mondiale, Mabrouk ? Parce qu'elle change de nature. C'est plus on quitte un monde très tourné vers le consommateur, la consommation, pour un monde beaucoup plus tourné vers l'investissement, la production. Ça change la nature de la croissance. Ça permet cette résilience justement de la croissance dans un monde pourtant sous tension, frictionnel, multipolaire, etc. En fait, quels sont les moteurs de la croissance mondiale ? C'est toujours les mêmes coupables, États-Unis, Chine, et dans une moindre mesure, on va dire la zone euro. Encore une fois, je suis beaucoup plus aussi circonspect sur l'impact du plan de relance. N'oublions pas juste, c'est un choc d'offres. Donc un choc d'offres, mécaniquement, ça prend plus de temps. C'est pas en fait une injection via un choc de demande. Non. Donc, non, mais du coup, de tous ceux qui sont en train effectivement d'appeler, et vous regardez juste les indicateurs qui sont publiés par la Bundesbank, c'était pas bon. Choc d'investissement. Oui, mais c'est un choc d'investissement, d'accord, dont les effets seront visibles sur longue période, des longues périodes à l'échelle des marchés, donc 12, 24 mois. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est quoi, en fait, les moteurs de cette croissance économique mondiale ? C'est les États-Unis. Donc, effectivement, on a un choc d'investissement, ça a été dit. Mais encore une fois, la consommation tient. Elle n'a pas cessé d'augmenter en contribution. Ça reste quand même un moteur. Le moteur de la consommation n'a pas disparu comme ça parce qu'on investit dans l'IA. Mais c'est le moteur. Encore une fois, il faut reprendre les chiffres. Même si on a des centaines de milliards qui ont été investis dans l'IA juste au titre de l'année 2025, c'est vrai qu'il est très impressionnant. Mais c'est pas ça le cœur de la croissance américaine. Il faut encore juste regarder, c'est qui le contributeur numéro 1 ? La consommation des ménages, qui n'a cessé finalement de se redresser en contribution sur 2025. Il n'y a pas de raison de penser que finalement ça va se réduire par ailleurs. On a un policy mix et encore une fois, je pense que l'exceptionnalisme américain, il se situe ici. Trouvez-moi un seul pays parmi le G7 qui a à la fois une politique monétaire expansionniste et une politique budgétaire expansionniste pour 2026. Il n'y en a pas. Donc c'est encore une fois les États-Unis. Les Anglais, par exemple, eux, ils vont avoir une politique budgétaire plutôt de consolidation. On voit bien qu'effectivement, il y a des économies encore qui vont être faites. Besoin de regagner un peu de crédibilité budgétaire. Avant de pouvoir entamer leur plan de regain de productivité, puisque c'était la promesse qui a été faite. La BE va baisser ses taux, mais ça constitue un policy mix. Le Japon, c'est encore un cas particulier. En Europe, consolidation fiscale, finalement un peu partout, ou du moins pas d'expansion budgétaire, sauf en Allemagne. Pas en France, donc non, mais d'accord. La France n'est pas que l'Europe n'est pas que la France. D'accord, c'est 20% du PIB et vous avez globalement. Il y a encore des reliquats de Next Gen EU à consommer. Mais d'accord, mais quand même encore c'est déjà entre guillemets dans les prix. Il n'y a aucune finalement surprise. Oui. Et la BCE qui est finalement à l'aise avec son 2%. Là encore, finalement, on sait bien que quand on fait un peu de projection d'inflation, on va avoir une inflation qui va se situer en dessous de 2% sur à peu près le premier semestre, avant de regagner tranquillement la cible. On ne sait pas quelle data regarde Madame Schnabel, mais c'est un peu problématique. Mais donc du coup, on voit fondamentalement, et la Chine demande toujours finalement relativement faible, croissance par les exportations, puisqu'encore une fois, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à qui profitait le crime des tarifs douaniers ? C'est à la Chine, qui a tout simplement en fait diversifié ses partenaires commerciaux. Qui n'a jamais autant exporté que de toute son histoire. Exactement, et notamment sur les pays satellites, entre guillemets, d'Asie émergente. Donc, fondamentalement, est-ce que ça a changé ? Non. En fait, c'est toujours les mêmes coupables. D'accord. Croissance chinoise fondée sur les exports. La demande interne est toujours, entre guillemets, le parent pauvre, finalement, de la stratégie chinoise. Et les Américains, c'est toujours le même principe. On va effectivement avoir plein de soutien à la consommation. Les boîtes effectivement technologiques qui vont réduire, on ne peut pas maintenir ces niveaux de dépenses en investissement, c'est pas soutenable, c'est pas souhaitable par ailleurs, mais qui vont récolter les fruits. On le voit finalement que ça commence possiblement, tranquillement à se dérouler. Et la thématique de la bulle, il faut l'évacuer. Trump a besoin d'un marché des marchés de capitaux sains et qui tiennent. Donc globalement, nous, on n'est pas en train de se dire finalement que cette croissance mondiale a changé de visage ou changé de moteur. C'est toujours les mêmes et ça va continuer. Non, mais la partie investissement apporte quand même un petit plus par rapport à des modèles tournés vers la concentration ou très concentrés sur la d'asseoir le potentiel de croissance. C'est ce qu'avait fait Joe Biden, encore une fois. Joe Biden, reprenons en fait, à un moment donné, il a dit très bien, on va utiliser le budget
pour encourager les entreprises à investir, d'accord, sur le territoire. Et qu'est-ce qu'on a vu avec des taux de la Fed qui étaient à 5,5 à l'époque, une contribution de l'investissement qui était juste stratosphérique. C'est pas normal et tout simplement, encore une fois, crédit d'impôt, tout ce qu'on veut, incitation budgétaire à investir. Maintien du croissance potentielle et encore une fois, gain de productivité, ce sont les moteurs finalement de la croissance des marchés actions. Et où est-ce que ça se trouve ? Aux États-Unis. Véronique ? Quelques nuances par rapport à cette lecture. Je pense qu'il y a quand même de réels changements. Que la reprise de l'investissement, le fameux thème des CAPEX, est indiscutablement un thème majeur, central. Mais ce ne sont pas les mêmes CAPEX que ce qu'on a fait pendant 50 ans précédents. Et que ces CAPEX-là, pour l'instant, ils génèrent beaucoup moins d'emplois. Ils finiront par en générer dans certains secteurs. Mais la grande menace, c'est quand même qu'ils viennent détruire de l'emploi avec l'effet de l'IA sur l'économie. Et du coup, ça nous donne un truc très particulier. En particulier, et notamment, moi, je trouve que dans ces derniers temps, et c'est peut-être une question européenne avant tout, mais ce qui manque dans la croissance, on a de l'investissement, on voit bien que ça frémit un tout petit peu au niveau des échanges internationaux, mais très peu. Et quand on regarde tous les indicateurs européens, même en France, par exemple, prenons l'enquête INSEE, les données de production qui sont dans l'industrie, attention, qui sont quand même très encourageantes. Et derrière ça, il n'y a pas d'export. Les commandes à l'export sont flat, ça bouge pas. Et ça, c'est un changement majeur. C'est-à-dire qu'on a une espèce de croissance endogène. Et c'est lié sans doute à la typologie des investissements, défense et énergie et un peu d'infrastructure. Ça rend la croissance plus résiliente. Résiliente, moins vulnérable, plus, me semble-t-il, plus endogène, moins dynamique au niveau international. Et ça, je trouve que c'est un peu tôt pour en tirer des conclusions, mais je trouve que ça marque vraiment la conjoncture ou les retours de la conjoncture de ces derniers mois. Donc, on n'a pas une sauce qui prend partout. La Chine réexporte ou exporte davantage dans le reste de l'Asie, mais il n'y a pas de dynamique. Et initialement, rappelons-nous, pendant les 15 ou 20 ans qui ont précédé, on regardait les indicateurs d'export ou d'import chinois pour en déduire les exports allemands et puis la conjoncture européenne. Enfin, je caricature un peu, mais il y a quand même beaucoup de ça. Aujourd'hui, c'est fini. Et ça change complètement la donne. Ça finira peut-être par renaître et se revigorer un peu avec les échanges de CAPEX, parce qu'au bout d'un moment, on est comme tous les économistes. On se dit avec tout ça, ça va bien finir par créer des effets un peu plus dynamiques, mais pour l'instant, on ne les voit pas. Et je trouve que cette situation-là interpelle parce qu'elle nous met peut-être sur la piste d'un changement de paradigme particulièrement préoccupant pour l'Europe, pour les perspectives européennes notamment, et allemandes en tout premier lieu. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on ne voit pas bien les effets du plan de relance. C'est qu'également, il y a des pertes colossales par ailleurs sur les secteurs traditionnels. Non, mais juste sur l'innovation, tout le monde sait, c'est écrit dans tous les modèles, un choc d'innovation, effectivement, engendre dans un premier temps des destructions d'emplois avant, effectivement, de recréer d'autres emplois. Donc ça, c'est un peu le cours normal de l'histoire, entre guillemets. Il y a a priori, si on est vraiment sur un choc technologique majeur, si c'est vraiment ça, eh bien, on va avoir, et c'est ce qu'on a des annonces, ASML, vous le citez tout à l'heure, qui engendre finalement, qui enregistre des commandes absolument records et qui annonce dans le même temps évidemment des destructions, des suppressions d'emplois. Donc, ce sont des choses qui sont dans le cycle de l'innovation. C'est pas parce qu'il faut qu'on reste à la pointe. Il faut que notre modèle de croissance, le mode de production capitaliste, soit il est fondamentalement basé sur de l'innovation, destruction d'emplois, création. J'invente rien. C'est Schumpeter qui l'a écrit depuis très longtemps. Et fondamentalement, à mon sens, l'absence de dynamisme des exportations. Encore une fois, la Chine continue d'asseoir sa stratégie pour une raison et la réoriente sur les pays à très forte demande intérieure. C'est pas pour rien finalement qu'ils exportent en Asie émergente. La demande intérieure est super forte. Et finalement, encore une fois, l'élément central pour n'importe quel investisseur, c'est d'aller identifier ces pays qui ont une forte demande intérieure. L'Espagne en fait partie, c'est l'exception européenne. Il n'y a pas de demande intérieure en France, il n'y a pas de demande intérieure en Allemagne. L'investissement est nulle part, et ça, c'est un peu le drame aujourd'hui en France. Comment peut-on entretenir un potentiel sans investissement ? C'est vraiment la difficulté, le challenge. Et là, je rejoins ce que vous dites sur les défis qui attendent l'Europe. Cyriac, comment vous abordez là, cette année, à l'issue de ce premier mois 2026, sur le plan de l'investissement, où est-ce qu'on est encore confortable ?
voilà, les marchés sont tous un peu hauts, que ce soit les marchés actions, en tout cas les indices battent des records au moment où on se parle. Idem pour les marchés de crédit où les spreads sont peut-être au plus bas, en tout cas de ce cycle. Comment on gère dans une gestion diversifiée chez Sansot quand tout est un peu cher, quoi? La première réponse va être la diversification géographique, et c'est peut-être ça la nouveauté de 2026, c'est que l'investissement qui était très focalisé États-Unis pendant des années, et à raison, l'investissement financier j'entends, globalement on voit l'intérêt aujourd'hui à avoir une exposition, une diversification en tout cas sur les actions européennes, sur les actions japonaises. Nous, on aime particulièrement les actions émergentes. On a rapidement parlé du sujet, mais les pays émergents sont, de mon point de vue, dans cet environnement plutôt une zone gagnante, en particulier l'Asie, mais pas que. Même le LATAM, Brésil, Chili, ça peut être des choses à regarder. La baisse du dollar, historiquement, est quand même pas une mauvaise chose pour eux. C'est plutôt des pays où il y a une consommation qui est en train de repartir. Et puis, il y a la question de la valorisation quand même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une zone. Si on exclut peut-être la Chine et l'Inde qui sont dans des extrêmes, l'un plutôt cher, l'Inde et la Chine le moins cher, moins cher, il y a un niveau de valorisation qui est attractif, et il y a la vraie différence, et ça n'a pas été cité durant cette conversation, c'est les dynamiques bénéficiaires, c'est les résultats des entreprises, parce que on peut tourner les choses dans tous les sens. À la fin, ce qui corrèle le mieux la performance des marchés actions, c'est les résultats des entreprises. La macro, c'est très, je suis un biais global macro, c'est très intéressant, mais à la fin, la meilleure corrélation, c'est les résultats des entreprises. Et les résultats des entreprises, ils sont très bien orientés aux États-Unis, mais pas que, et c'est peut-être ça la nouveauté. On voit en Europe quelque chose qui est en train d'arriver, et ça fait des années qu'on n'a pas connu ça, et dans les émergents, les dynamiques bénéficiaires, c'est orienté, on regardait ça, en termes de dynamique bénéficiaire, on se rapproche de ce que fait le Nasdaq. Donc on est sur des choses qui sont vraiment, pour le coup, game changer. Donc je trouve que les actions émergentes ont de l'intérêt. Pour le reste, en termes d'exposition sur les actions, on est un peu plus prudent parce que on n'est pas à l'abri d'une annonce de Donald Trump. Alors on a eu un moment avec cette histoire, avec le rapport avec le Danois, et puis peut-être que ça sera l'Iran demain, mais globalement, si j'ai une certitude, c'est que 2026, on aura un pic de stress à un moment donné qui viendra du président américain. Je ne sais pas à quel moment, mais voilà. Donc un peu de prudence sur les actions en se disant, on veut un peu de capacité de réinvestissement. Sur le crédit, c'est le même raisonnement. Le crédit est cher aujourd'hui, où que ce soit. Par contre, il y a un portage. Donc avoir une exposition, mais pas être surexposé, ça c'est clairement la conviction qu'on a. Et sur le souverain, on considère, nous, qu'il y a un intérêt aujourd'hui sur les obligations souveraines, en particulier en zone euro. Voilà, il y a de l'intérêt pour deux raisons. Un, vous êtes très bien payé pour le risque que vous prenez. Il faut avoir en tête que le monétaire est à 2, que si vous achetez de l'OAT, vous êtes à 3,40, 3,50. Donc il y a une pontification qui est très favorable. Et qu'il y a une logique de protection, de mon point de vue en tout cas. S'il y a un coup de stress, les obligations peuvent aider. Et je terminerai sur le yen. Parce que vous avez cité le Japon, je voulais vous le relancer, mais le cas japonais, oui, ça m'intéresse. Alors, les actions japonaises ont bien progressé depuis le début de l'année, et en termes de valorisation, c'est, on va dire, un peu au-dessus des moyennes historiques. Donc, ça reste une zone où on est neutre, on va dire. Par contre, sur le yen, à tort, mais on a une position à tort en 2025. 2026, c'est plutôt dans le bon sens. Pour l'instant, on est long yen. Oui. Parce que le yen, j'ai envie de dire, a quasiment tout pour lui. Alors, malheureusement, c'est un raisonnement qu'on pouvait aussi avoir en 2025. Et donc, je modérerai mon approche, mais globalement, le yen a tout pour lui, pour être une devise qui a un intérêt dans une construction de portefeuille. Et s'il y a du stress à un moment donné, le yen devrait progresser, et vous avez quand même, là, on citait les banques centrales, il y a une banque centrale qui monte ses taux parmi le G10, c'est la banque centrale japonaise, et ça devrait se poursuivre en 2026. Peut-être qu'on y est, peut-être que le top, le point bas du yen a peut-être été marqué là au cours des derniers jours, Cyriac, et que 26 sera une année de réappréciation du yen avec ce thème de la reflation japonaise, largement entretenu par la nouvelle première ministre, qui fait face à des élections qu'elle a elle-même déclenchées le 8 février prochain. Je crois que le résultat est attendu par l'ensemble de la planète marché pour comprendre un peu mieux peut-être la stratégie budgétaire qui sortira des urnes, en tout cas sur la composition de la chambre basse du Parlement japonais. Merci beaucoup, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Cyriac Dayan, Sansot Longchamp Asset Management, Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research chez Mabrouk Chetouane, Natixis IM.